Hello les hasards, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième bilan lecture du mois, pour le bilan lecture du mois de juin 2023. Alors oui, voilà, je rattrape mon retard, je profite. Je vais vous tourner donc une nouvelle vidéo pour vous parler de toutes les belles lectures que j'ai fait au mois de juin. Le bilan est encore bien rempli. J'ai eu quelques services presse, beaucoup moins quand même que pendant le mois de mai qui était très chargé. Mais j'ai de nouveau plein de lectures éclectiques, j'ai lu plein de genres différents, donc je vous présente ça tout de suite. Pour rappel de la vidéo précédente, je vous avais laissé avec deux lectures à cheval en fait entre mai et juin. Il y avait déjà la lecture du 8e tome des 7 sœurs de Lucinda Riley et Harry Whittaker, donc l'histoire de Passault. J'ai déjà fait un avis complet dessus, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vous inviterai à voir la vidéo précédente si ça vous intéresse. Et pareil, j'avais commencé et j'ai terminé début du mois de juin le tome 2 de Alma de Timothée Trumbull, donc l'Enchanteuse, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Pareil, j'avais déjà fait un avis complet, donc on peut embrayer sur d'autres histoires. Au mois de juin, après Alma, j'ai continué et terminé en fait une série de mangas que j'aimais énormément. J'étais très triste de les quitter. J'ai lu, je vais vous montrer, Une sacrée mamie, donc c'est l'édition double publiée chez Delcourt et Tonkam, par Shimada Yoshishi et Ishikawa Saburo. Donc j'ai lu d'abord au début du mois les volumes 3 et 4, et juste avant la fin du mois de juin, j'ai lu le volume 5 que je m'étais acheté entre temps. Alors si vous ne connaissez pas Une sacrée mamie, c'est vraiment un manga qui est très intéressant. En fait, on a, comment il s'appelle, Akihiro qui en fait débarque chez sa grand-mère à Saga, une grand-mère pauvre parce que sa mère en fait ne peut pas s'occuper de lui en ville. Elle a trop de travail et ses moyens commencent à être un peu compliqués aussi. Donc elle l'envoie vivre chez sa grand-mère. Et sa grand-mère en fait va lui apprendre le sens des choses, la valeur de l'argent, parce qu'ils sont pauvres, donc ils doivent se trouver d'autres moyens pour se nourrir. Notamment récupérer les légumes qui sont jetés par les marchands lors du marché dans le fleuve. Et bref, en fait, tout en allant à l'école, Akihiro va se faire de nouveaux amis et va vraiment comprendre le sens des choses, toujours avec des épisodes assez drôles et avec la drôle de sagesse de sa sacrée mamie. C'est vraiment un manga, effectivement, sur la famille, mais sur le Japon d'une certaine époque et sur plein de choses en fait. C'est un manga qui est hyper attendrissant. Il fait 10 volumes à la base, donc 5 volumes édition double, et j'aurais aimé qu'il dure. Il est inspiré, il me semble, d'une histoire réelle. Donc voilà, il est juste extrêmement chou, extrêmement tendre et drôle parce que c'est vraiment l'enfance juste avant l'adolescence. C'est hyper chouette. À lire, vraiment, si vous avez, j'ai envie de vous dire, s'il y a un manga à lire, peut-être c'est celui-ci. Au mois de juin, j'ai encore reçu 2 services presse des éditions Emmanuel dans la collection Témoins de l'invisible. J'ai reçu Saint-Pierre et Saint-Paul, tous les deux écrits par Julio César Romano. Et j'ai beaucoup aimé, même si effectivement j'avais, je ne dirais pas une grosse attente par rapport à Saint-Paul, mais parce qu'en fait j'aime beaucoup Saint-Paul. C'est une figure qui me parle depuis que je suis un peu en âge de comprendre. Notamment parce que ses lettres aux Corinthiens m'ont extrêmement touchée, pas que Corinthiens d'ailleurs, la lettre aux Romains, la lettre aux Éphésiens, enfin les épîtres en fait qu'il a écrits m'ont toujours extrêmement touchée. Son histoire aussi m'a extrêmement touchée parce que quand on considère que c'était un meurtrier de chrétiens qui est devenu chrétien et qui est devenu un des plus grands saints en fait de notre église, un des fondateurs, Alors voilà, il a fait énormément pour nous et pour l'église, pour Dieu, tout ça, donc enfin voilà, son histoire me parle, me dire que voilà, il y a le pardon de Dieu, il est incroyable. Et du coup, j'ai trouvé... j'aurais voulu en apprendre plus, même si du coup son histoire est assez courte et qu'elle est faite pour que de plus jeunes puissent le découvrir et découvrir sa vie. J'ai appris quelques trucs, mais j'aurais voulu plus de profondeur. Ce qu'on ne peut pas demander non plus à un livre jeunesse qui pourtant était très bien écrit sous forme de lettres, justement sous forme d'épîtres, c'était plutôt chouette. Donc voilà, par contre la jolie surprise a été par rapport à Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre, c'est pas un récit sous forme de lettres, c'est le récit en fait un peu de ses dernières heures. Comment ça va se passer avec le soldat qui le garde avant qu'il ne meure et qu'il ne soit crucifié la tête en bas. Et en fait, on va nous parler effectivement il va nous parler de sa vie, de ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là, et ça va entraîner carrément la conversion en fait de celui qui s'occupe de lui. Non sans mal, avec des dialogues assez envolés, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a vraiment des dialogues où rien n'est joué d'avance. Le soldat en face de lui n'y croit absolument pas.
Au contraire, il essaye de le titiller, de lui dire mais attends, mais t'as trahi ton meilleur ami, mais enfin, pour qui tu te prends? Et Saint-Pierre répond avec beaucoup d'humilité. Enfin voilà, je trouve que celui-ci est vraiment très très chouette parce il nous présente Saint-Pierre comme étant quelqu'un de très proche. Ce qui est aussi le cas dans Saint Paul, puisque on suit d'abord Saint Paul quand il était Saul de Tarse, mais bien avant qu'il devienne pharisien, bien avant qu'il soit zélé de la religion quand il était enfant. Donc ça c'était plutôt intéressant. Donc c'est deux regards assez différents sur deux saints qu'on connaît au final assez peu, même si on les connaît très bien. Et je peux que vous les conseiller parce qu'encore une fois, voilà, c'est une mise en lumière et qui ne peut être que bénéfique, que ça soit pour les plus jeunes ou pour les plus grands. Au mois de juin, j'ai commencé donc à sortir d'autres livres que mes services presse de ma pile à lire. J'ai sorti un livre qui attendait depuis 6 mois, depuis Noël, Le secret de la cité sans soleil de Gilles Le Gardinier aux éditions Flammarion. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous ne savez peut-être pas, mais en fait, Gilles Le Gardinier, c'est un de mes auteurs préférés. Je suis tombée amoureuse de sa plume avec Demain j'arrête. J'ai eu un méga coup de cœur pour Complètement cramé. D'ailleurs, j'ai super hâte de voir le film. L'affiche est sortie récemment. J'ai vraiment très très hâte de voir ça parce que ça a été vraiment un coup de cœur. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ses réflexions humaines, ses trames, ses intrigues, voilà. Par contre, sur celui-ci, j'ai été un petit peu déçue. Parce que tout simplement c'est une histoire qui est très masculine. Le fond est assez intéressant, puisqu'en fait le secret de la cité sans soleil, c'est une cité effectivement souterraine, qui renferme des secrets, et le héros fait partie d'une organisation qui va essayer de préserver ces secrets, de les découvrir et surtout de les préserver pour empêcher que le clan adverse ne s'en empare et du coup ne les détourne à des fins de guerre et des fins commerciales ou voilà, très individualistes. C'est assez intéressant parce qu'on sent qu'il y a vraiment des recherches qui ont été faites. C'est d'ailleurs la toute première histoire en fait que Gilles Le Gardinier a écrite et pour laquelle il s'est battu pendant plusieurs années avant de réussir à la faire publier. Donc c'est une histoire qui est, je le répète, assez intéressante, mais moi ce qui m'a gênée c'est qu'effectivement on est très dans c'est très masculin, il y a beaucoup de détails et malgré ça on reste assez flou. On ne sait pas quelle est cette fameuse organisation dont fait partie le héros, on parle de leurs valeurs, on parle de tout ça. Donc il y a un flou un peu contextuel qui m'a un petit peu gênée, même si au niveau du lieu, puisqu'on va dans un espèce de huis clos, tout est très détaillé. On sent vraiment qu'il y a une recherche qui pousse vraiment à la curiosité, à savoir ce qui va se passer. Et encore une fois, les dialogues sont vraiment sympas, il y a des petites piques d'humour, mais voilà, ce flou m'a un petit peu dérangé, cette ambiance très masculine, c'était pas forcément ce que j'avais envie de lire, ce dont j'ai besoin, voilà, ce à quoi je m'attendais. Donc bah, tant pis. Ça l'a moins fait, par contre, comme d'habitude, le mot de fin m'a permis d'apprendre qu'effectivement c'était son premier roman, de voir qu'il s'est battu pour ça, qu'il l'a réécrit pour le ressortir dans cette version-là, et de voir que c'est jamais joué d'avance en fait, et que c'est plutôt chouette de voir que même un auteur comme lui sait garder son humilité, et de voir que bah, il est peut-être parti de loin en fait. Donc je jette un regard attendri maintenant sur cette histoire, même si l'intrigue en elle-même m'a moyennement conquise. Alors, un autre auteur chouchou que j'ai depuis mes 17 ans, c'est Alexandre Dumas. Donc, comme j'ai un grand amour pour les Trois Mousquetaires, que j'avais bien aimé la bande dessinée qui avait été faite à partir du premier tome donc des Trois Mousquetaires, j'ai voulu me plonger dans la suite 20 ans après, illustrée par Delalande, Prolongeau et Bonneau, aux éditions Plein Vent. Cette fois-ci, curieusement, ça n'a pas du tout fait. Enfin, curieusement, non, je sais pourquoi je n'ai pas apprécié. Le grand défi de vouloir synthétiser un roman de Dumas de 800 pages ou moins, ou 700 dans 50 pages de BD, c'est que ben, on tranche dans l'intrigue en fait. Sauf que chez Alexandre Dumas, il y a généralement rien à retrancher pour que la cohérence vienne. Donc là, il a fallu supprimer des éléments et je trouve ça très dommage en fait parce que pour moi, en fait, il n'y avait rien du coup à retrancher. Mais voilà, ça c'est on va dire la pseudo-puriste que je suis. Et à côté de ça, j'ai eu vraiment du mal avec le trait des personnages. Je ne sais pas pourquoi, dans ce tome 2, dans 20 ans après, je n'ai pas reconnu des personnages. J'ai même confondu Aramis avec Porthos. Ceux qui savent, c'est un peu difficile normalement de confondre les deux. Mais là, les personnages changeaient vraiment de physionomie en fonction des pages. Et apparemment, je ne suis pas la seule à avoir ce ressenti. Mais même si, de fait, j'ai beaucoup apprécié la mise en contexte, les dessins des costumes, de voir comment c'était à l'époque. Je suis toujours aussi fan, et puis ben, ça reste une BD sur les mousquetaires, donc je suis contente de voir mes chouchous en BD. Mais encore une fois, voilà, puis ça c'est un personnage qui est censé avoir 20 ans, une vingtaine d'années, 20-25 ans, et qui en paraît en fait 40.
Et j'ai trouvé ça juste dommage parce que ça ne correspondait pas aux Trois Mousquetaires pour moi. Donc voilà, c'est la déception parce que maintenant je rêve d'une bande dessinée qui reste fidèle ou qui ait plein de volumes pour rester tout à fait fidèle en fait à l'intrigue de base, même si j'ai parfaitement conscience que le but c'était justement de faire quelque chose de très condensé pour le faire découvrir au plus de personnes possible. Mais voilà, je me pose vraiment la question du coup de savoir comment une personne qui n'a jamais eu les Trois Mousquetaires peut interpréter cette BD. Est-ce qu'elle peut comprendre? Est-ce que tout est clair ou est-ce que au contraire les choses paraissent confuses, je ne sais pas. Voilà. De fait aussi, avant de passer à la lecture suivante, je voulais vous préciser que vous entendez peut-être que je suis essoufflée. Tout simplement, je n'en ai pas parlé sur la chaîne YouTube, j'en ai parlé sur Instagram, mais en fait, j'attends notre deuxième enfant pour début octobre. Donc ça commence effectivement à se sentir et c'est pour ça que je suis très essoufflée et c'est certainement pour ça aussi que je serai un petit peu absente à l'automne et que je ne pourrai pas vous parler de lecture autant que je le voudrais. Mais je pense que je récupérerai comme la dernière fois mon retard sur les vidéos suivantes. Bref, ceci explique cela. Je vais passer donc à la prochaine lecture. Donc j'ai lu le tome 1 des Carnets de l'apothicaire, donc la version roman, écrit par Natsuhi Hyuga avec des illustrations de Tukoshino. Donc c'est aux éditions Lumen. Mon frère m'a offert ça pour Noël, sachant que j'aime énormément le manga. Et je me demandais vraiment si j'allais apprécier le roman après avoir tant apprécié le manga. Je me demandais ce que le roman pouvait m'apporter en fait en plus. Et j'étais surprise de voir que en fait le roman m'apporte vraiment plus. Alors je ne suis pas prête de renoncer au manga. Je trouve que les deux sont très complémentaires parce que j'aime beaucoup la version illustrée, j'aime beaucoup ce qui est fait, la manière de représenter l'intrigue. Mais le roman a le gros avantage en fait d'offrir une vraie profondeur, un approfondissement en fait de la psychologie des personnages, ce qu'on peut parfois manquer ou ne pas trop déceler en fait dans le manga, ce qui est logique, là aussi il faut faire concis. Et il y a moins de suspense par rapport à certains personnages, notamment le personnage de Jinchi, qui est un personnage que j'aime bien mais que j'ai un peu du mal à cerner dans le manga. Et le gros avantage aussi c'est que dans le manga, en fait, comme ça se lit vite, j'ai tendance à ne pas m'arrêter sur les détails de l'intrigue pour me laisser me reposer, me dire « mais attends, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça », alors qu'en fait, dans le roman, tout est beaucoup plus déployé, tout est beaucoup plus expliqué avec les codes, avec les connaissances de l'époque, donc j'ai pu beaucoup plus m'imprégner en fait des codes et des micro-mystères que Mao Mao résout en fait à chaque fois. Donc c'est vraiment un succès, ça se lit super vite, j'étais vraiment à fond dedans alors que techniquement j'ai déjà lu cette histoire dans le manga. Donc je ne peux que vous le conseiller, en plus ces illustrations dedans sont assez incroyables, en plus de... Je vous en montre une là. Un peu différente du manga sans trop y toucher, mais c'est juste génial, donc je vous le conseille. C'est une très chouette lecture si vous n'aimez pas les mangas, si vous voulez quand même découvrir cette histoire, enfin, voilà. Et si vous avez déjà lu le manga, le roman est très bien aussi. En parlant de manga, je me suis plongée dans le tome 1 de Komi cherche ses mots de Tomohito Oda aux éditions Pika. Là par contre ça aussi ça a été une déception. Je voulais vraiment lire ce manga parce que les premiers chapitres que j'avais reçus en extrait gratuit me semblaient vraiment intéressants. En fait c'est un manga qui traite de l'anxiété sociale. Et le sujet, du coup, si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez que j'aime bien aussi quand ce genre de thématique de société est traité. Notamment, j'ai le manga A Sign of Affection qui parle de la surdité. Et la surdité dans une situation romantique, on va dire. Là, en fait, je me suis dit, un Komi a vraiment du mal à parler, elle a une vraie anxiété sociale. Et elle va se faire un ami, un peu malgré elle, qui va lui proposer de l'aider à se faire sans ami. Et si au départ le postulat était assez intéressant, j'ai découvert un manga qui était pour moi très caricatural. On a l'héroïne qui de fait n'arrive pas à parler, sauf qu'à chaque fois qu'elle fait quelque chose, qu'elle n'y arrive pas, les autres interprètent tout dans le bon sens, ils la déifient quelque part, parce qu'elle est super belle, donc forcément ce qu'elle fait ne peut être que tourné en positif. Et ça pour moi c'est vraiment dommage, parce qu'on n'a pas ce problème d'anxiété sociale qui peut provoquer des problèmes inverses. Des moqueries, des choses comme ça, donc pour moi c'est loupé parce que voilà, on est passé à côté. En plus de ça, tous les personnages autour d'elle sont très caricaturaux, entre la personne super populaire, le gars qui va l'aider en fait, qui lui en fait n'est qu'un homme très banal,
Mais en fait, voilà, enfin, je trouve que, encore une fois, tout est trop caricatural, je vais m'arrêter là-dessus. Il y a des mentions sexuelles dont je me serais bien passée. Je m'en passe toujours très bien. Et voilà, pour moi, entre la caricature des personnages et ça a été juste trop. Donc je ne continuerai pas ce manga et je pense bien que je revendrai ce tome 1 sur Vinted. Déception. Retour à un service presse avec Petit manuel d'imperfection spirituelle de Costanza Miriano aux éditions MAM. Donc c'est marqué par la journaliste la plus décalée et déjantée du Vatican. Je ne connais pas cette journaliste. Elle a déjà écrit plusieurs ouvrages qui ont été traduits en français, je ne les connais pas non plus. Et j'ai reçu ce service presse un peu par hasard, enfin je ne l'avais pas demandé, donc par surprise dans ma boîte aux lettres. Vous avez été plusieurs, en tout cas sur Instagram, à me demander mon avis quand je l'ai présenté en me disant j'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Et en fait, au départ, j'ai eu du mal avec la narration parce que Costanza Miriano parle vraiment comme elle parlerait à une copine, si vous voulez. On a l'impression qu'elle a un débit mitraillette, qu'elle parle de choses, qu'elle divague et qu'elle part un peu dans tous les sens. Et pourtant son propos reste très centré puisque son but en fait, ce qu'elle aimerait dans sa vie, c'est fonder un monastère Wi-Fi. Je m'explique, elle voudrait que tous ceux qui effectivement rêvent de vivre un peu une règle monastique mais sont dans la vie quotidienne, sont mariés, célibataires, mais voilà, ne sont pas dans des monastères physiques, puissent faire partie d'une espèce de communauté Wi-Fi où on soit tous reliés par la prière et par 5 règles en fait qu'on mettrait en place comme les moines. Le jeûne, l'Eucharistie, la confession, tout ça, la prière. Et en fait, elle nous détaille les défis que ça représente, surtout comment elle le vit, elle, dans son quotidien. Et elle le fait avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humour aussi. Ce qui fait qu'au départ, effectivement, j'ai eu un petit peu de mal. Je ne comprenais pas où est-ce qu'elle voulait en venir. Et quand j'ai fini par considérer le fait que comme si j'étais en train d'écouter une amie qui me parlait, tout est devenu beaucoup plus fluide. Et je me suis laissée emporter, je l'ai dévoré en fait. Je me suis laissée toucher par ce qu'elle disait. Et le gros plus de ce bouquin, c'est qu'on ne peut pas culpabiliser. Elle nous montre vraiment qu'effectivement c'est pas facile, qu'on peut ériger personne en saint, mais quel bien on pourrait apporter au monde si on se laissait guider par ces 5 règles et qu'on essayait au moins avec effort de les appliquer dans nos vies. Et du coup, ça donne vraiment envie de se diriger vers la sainteté, même si du coup on est tous imparfaits spirituellement. Donc c'est vraiment une lecture que je vous recommande, assez décapante effectivement, assez unique, mais qui vaut largement le détour. Après ça, j'ai voulu lire un petit peu en numérique. J'ai donc lu le tome 1 de Romance Royale de Ninon Hammet, donc Une princesse sous protection en auto-édition. Je dois avouer que je l'ai lu parce que c'est Ninon Hammet. J'étais pas très fan de la couverture, je sais pas, ça me parlait moyen. Puis la thématique du bodyguard, d'une princesse, voilà, enfin je reste avec ma petite princesse malgré elle, si vous voulez, dans les journaux de Mia. Le journal intime de Mia, voilà. Le journal d'une princesse, ça me suffit. J'arrive à plus retrouver le nom, pardon. Et en fait, j'ai découvert une histoire assez touchante avec 2 héros, Elisabeth et Maximilien, qui chacun ont leur réticence et vont essayer de vivre leur vie en fait en respectant les limites de l'autre, ce qui va donner une jolie histoire d'amour. Un petit peu effectivement avec des airs de princesse malgré elle et en même temps de bodyguard, mais avec la touche propre à Ninon. Et encore une fois, comme d'habitude, on a un vrai développement psychologique des personnages, ce qui est selon moi toute la force en fait des romans de Ninon. Et c'est pas une romance je dirais vraiment à l'eau de rose, il y a quelque chose de plus derrière. Puis là on est vraiment dans le contexte de respecter la royauté et d'assumer ses responsabilités, donc j'ai trouvé ça quand même plutôt sympa. Ça prend des détours qu'on n'imaginait pas. Et c'est assez atypique, donc je vous la conseille si vous cherchez une romance hivernale, que moi je lis que quand il fait chaud. N'hésitez pas parce que ça vaut quand même bien le détour. Passons maintenant à un nouveau service presse et un presque coup de cœur. En tout cas une excellente découverte. J'ai lu le tome 7 de Gypsy Book, donc de Sophie de Mullenheim, aux éditions MAM, donc c'est Sur le devant de la scène. C'est le tome 7, je n'ai absolument pas lu les 6 premiers tomes, mais comme on m'a assuré que les tomes étaient indépendants, et ben je me suis lancée et waouh. C'est une histoire qui fait penser un petit peu à The Greatest Showman, je sais pas si vous connaissez, avec Hugh Jackman, et en fait ça nous parle en fait de ces freak shows, c'est-à-dire c'était
c'est pas le cirque, ce sont effectivement, enfin c'est un cirque dans lequel on expose des gens qui ont des particularités ou des handicaps et c'est des foires aux monstres en fait. Donc on se retrouve dans un cirque qui fait ça, un cirque itinérant, et on découvre quel est le quotidien de ces personnes-là, et dans le même temps, on va suivre une jeune fille, Marie, qui elle, en fait, est une des patientes du professeur Down, qui lui, du coup, a découvert le syndrome de Down, puisque Marie, en fait, est porteuse d'une trisomie 21. Donc les deux histoires vont s'entremêler d'une certaine manière, et le fil conducteur aussi de toute cette histoire, c'est que les personnes qui font partie du cirque, les acteurs, possèdent le Gypsy Book, qui lui en fait est un livre ayant appartenu à une troupe de gitans, il me semble, et le savoir dedans se transmet comme un espèce de réconfort, et on va évoluer en fait tout au long de cette histoire sur le cirque, sur l'impact qu'il va avoir dans la ville où se trouve Marie, quel impact sur Marie, quel impact sur le handicap, tout ça. Donc c'est un vrai petit bijou qui peut que nous toucher. Moi j'ai failli verser des larmes plusieurs fois. Il m'a vraiment touché au cœur. Il est d'une extrême douceur tout en montrant les choses sous un angle qui n'est pas forcément flatteur. Et bref, c'est une vraie lecture que je ne peux que vous conseiller. On y parle du handicap, on y parle de la différence, on y parle de comment s'intégrer dans la société quand on est différent, de se respecter soi-même et de respecter ses valeurs aussi. Qu'est-ce que c'est que l'humanité? Bref, il y a tellement de choses qui sont abordées dedans, avec beaucoup de justesse, avec une plume qui est hyper agréable, très très fluide et extrêmement bien maîtrisée. Donc je ne peux que vous le conseiller, c'est une excellente, très très excellente découverte. Après ça, je suis retournée vers du numérique. Je me suis plongée dans un livre qui attendait depuis une année dans ma pile à lire, numérique. C'est rare que ça arrive, mais ça arrive. Donc je me suis plongée dans La bibliothèque des bienheureux de Kallikis, aux éditions Hauteville. J'étais un petit peu sceptique, voilà, si ça fait un an qu'il traîne dans ma pile à lire, c'est que j'avais pas forcément tant que ça envie de le lire, mais là je me suis dit qu'il fallait que je me secoue un peu, et j'ai bien fait, parce que je suis tombée sur une histoire extrêmement bienveillante, extrêmement touchante, difficile aussi à lire, parce que nous avons une héroïne qui en fait a été brisée par la perte d'un être cher, son enfant, et ça a un peu fait voler son couple en éclats. Elle sait plus où elle en est, elle n'arrive pas à avancer dans sa vie, donc elle va partir en Bretagne, et elle va se mettre en fait à essayer d'apprivoiser son voisin grincheux, un vieux veuf, un peu par goût du défi. Va naître entre eux une amitié toute littéraire, une amitié intergénérationnelle, et ils vont peu à peu en fait se créer un oasis, la bibliothèque des bienheureux. Et en fait on a tout le chemin de résilience en fait de ces deux personnages et d'autres personnages qui viennent s'ajouter à eux, avec beaucoup d'humour, des scènes extrêmement cocasses, mais vraiment on a tous les heurts, on a toutes les épreuves, on a tous les pas en avant, les pas en arrière de l'héroïne, et j'ai beaucoup apprécié parce que tout est extrêmement réaliste, tout est extrêmement doux et à la fois dur, rien n'est épargné, mais on est vraiment sur un chemin de résilience, et il est beau ce chemin en fait. J'ai là aussi eu quelques larmes aux yeux, ça m'a vraiment beaucoup touchée, et je me suis dit vraiment que l'autrice, elle avait suivi ses personnages de A à Z, elle n'avait pas fait de concessions, et qu'elle avait vraiment voulu les rendre le plus réaliste possible, et que c'était vraiment beau. Donc je ne peux que vous le conseiller, cette petite histoire qui n'est pas si longue, mais qui vraiment nous embarque du début jusqu'à la fin. Après ça, changement de ton, je me suis plongée dans le hors-série des Familius, donc c'est le premier hors-série, Les Familius en vacances de Nicolas Doucet, avec je dirais pas un surplus, mais avec un bonus d'Inès Doissonville, puisqu'elle a préparé du coup dedans les jeux, les devinettes et les blagounettes qu'on peut trouver en plus des BD. Donc concrètement, les éditions Plein Vent ont réuni en fait plein de gags des Familius, qui est une BD en fait en 14 tomes. Tous les gags, si vous voulez, qui ont trait un peu aux vacances scolaires et aux vacances d'été. Donc c'est un superbe ouvrage qui fait, il me semble, 140 pages, un peu plus, presque 150, pour les jeunes, pour découvrir voilà, un carnet de vacances avec des jeux, avec des BD sympas, BD familiales, et puis voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, parce que ce sont souvent des gags que je connaissais déjà dans d'autres BD, puisque j'ai quelques tomes de ça, et j'ai survolé un petit peu les jeux qui étaient faits. Il faut bien réfléchir, donc ça risque d'occuper un petit moment les jeunes garnements qui voudront bien s'y plonger. Une belle occupation pour l'été qui nous rappelle à nous adultes un peu
les cahiers Mickey et compagnie qu'on pouvait avoir en vacances quand on était plus jeune. Après ça, pareil, j'ai sorti un livre qui attendait depuis longtemps, depuis une année dans ma pile à lire numérique. J'ai sorti Le jour où je suis devenue moi-même de Nathalie Claubert aux éditions... je ne sais plus la maison d'édition, je vous mettrai ici. Alors ce livre a aussi été une déception. Il est mentionné comme étant le roman initiatique en fait au haut potentiel intellectuel. Je me suis déjà renseignée un petit peu sur ce qu'était le haut potentiel intellectuel. J'ai fait des études dans l'éducation, donc le sujet ne m'est pas totalement étranger. Il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée en fait dans ce roman. Il se lit assez facilement, on découvre pas mal de choses, on est assez immergé en fait dans ce que pense l'héroïne, puisqu'elle va découvrir en fait qu'elle est au potentiel HPI, parce qu'on diagnostique son fils comme l'étant. Et elle se reconnaît beaucoup en fait dans ce qu'elle apprend par rapport à lui, et ça va remettre un petit peu tout en question dans sa vie. Donc la remise en question est intéressante. Le problème, c'est que le roman fait 200 pages et qu'on s'arrête à un moment donné où on se dit mais en fait quel est le chemin qu'elle va emprunter encore. Je trouve que c'est même juste une mise en bouche. Alors initiatique, d'accord, mais ça nous explique un petit peu ce que c'est que le haut potentiel, ça fait une introduction, mais je trouve qu'il n'y a pas assez, justement, on reste sur notre faim, surtout quand on connaît un petit peu les choses. Alors certes, ça invite à se renseigner plus sur le sujet, mais voilà, je trouve que pour moi c'est juste pas assez et que ben ça manque. Ensuite, le truc qui m'a un petit peu dérangée, c'est que le titre c'est Le jour où je suis devenue moi-même et que le roman est à la 3e personne. Donc pour moi il y a une petite incohérence qui est faite là, mais voilà, j'ai juste trouvé ce roman décevant parce que pour moi il était assez incomplet. Même si ça partait vraiment dans l'idée d'introduire, je trouve qu'effectivement ça manquait. Peut-être parce que je connais déjà trop de choses sur le sujet, mais voilà, c'est dommage. Dernière lecture en entier de ce mois de juin, j'ai lu Comment gérer ses émotions de Anselme Grün. Et là non plus, je ne sais plus quelle est la maison d'édition qui a publié ça. Je vous remettrai le nom, c'est le problème de lire en numérique. C'est que je ne fais pas forcément attention à la maison d'édition. Bref, ce livre a été assez intéressant. J'ai passé les premières pages assez rapidement parce que je me demandais en fait ce qu'il allait pouvoir m'apporter. Je pense quand je l'ai téléchargé que sur le moment il allait pouvoir m'aider. Et un an plus tard, je l'ai trouvé très intéressant parce qu'en fait il déculpabilise beaucoup de choses. Il nous aide vraiment à comprendre que les émotions en elles-mêmes ne sont pas néfastes. Comme le disait saint François de Sales, sentir n'est pas consentir. Et que souvent en fait on culpabilise de s'être mis en colère, d'avoir été jaloux, d'avoir éprouvé de l'envie, mais en fait le fait de ressentir ces choses-là n'est en soi pas un péché, n'est pas un problème. C'est qu'est-ce qu'on fait de l'énergie et de ce que ça provoque en nous, est-ce qu'on creuse pour comprendre ce qui se passe, bref, comment on gère nos émotions. Et là du coup j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce qu'on a plein de petits chapitres qui nous présente à chaque fois une nouvelle émotion et qu'est-ce qu'elle peut nous dire sur nous-mêmes et quel est le travail qu'on peut effectuer sur nous-mêmes à partir de ça. Du coup c'était très riche, je ne me suis pas arrêtée sur toutes les émotions, plutôt sur les plus complexes effectivement comme la jalousie, comme la haine ou la colère, pour voir effectivement quelles étaient, ou l'angoisse même, sur ce qu'elles pouvaient révéler nous-mêmes et vraiment l'invitation à se recentrer sur soi. Et d'un point de vue très catholique on va dire, si vous allez à une confession, je trouve que c'est hyper enrichissant parce que ça vous permet vraiment de séparer les émotions du j'ai péché, je me suis mis en colère, du j'ai éprouvé de la colère, du coup j'ai fait ça à partir de ma colère. Et là on peut voir si vous avez péché ou pas en fait. Ça vous permet vraiment de vous rendre compte de vos actes et c'est très précieux en fait. Donc je peux que vous conseiller cette lecture, elle est assez rapide, je crois qu'elle fait 150 pages, mais c'est un vrai bienfait pour la vie de tous les jours. Parlons maintenant des 2 dernières lectures que j'ai à cheval entre juin et juillet 2023. Le premier c'est un livre audio que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé. Le fait si j'étais à cheval c'est que je n'ai pas terminé. Mais aujourd'hui au 4 juillet je ne l'ai toujours pas terminé. Il s'agit de Tout recommencer à zéro de Ninon Hamé, lu par Sarah Bourg. Chez Saga Storyfy, mais encore une fois je l'écoute sur Audible. Alors, j'aurais dû certainement regarder le résumé avant de me lancer dans cette histoire-là, puisque cette fois-ci, on a une héroïne qui perd son mari et son enfant dans un tragique accident et qui va devoir du coup apprendre à vivre ça, puis peut-être à retrouver l'amour. Donc le début a été un peu compliqué.
parce que je peux pas sauter les pages, donc j'ai essayé de sauter les passages, c'était un peu ardu. Surtout quand on est enceinte, voilà, qu'on a son mari, sa fille à côté. Les émotions étaient très fortes pour moi, donc je sais pas si c'était le bon moment, mais ça reste une lecture très plaisante que j'ai écoutée. La narration par Sarah Bourg est vraiment agréable. Donc je vous donnerai mon avis final du coup pendant le mois de juillet. L'autre lecture, effectivement, je ne l'ai pas en main puisque je l'ai laissée là-haut et ma fille fait dodo. C'est l'anthologie spirituelle sur François de Sales, réalisée par Max Huot de Longchamp aux éditions Artege. C'est un cadeau qu'on m'avait fait aussi pour Noël. C'est le moment, l'été, de sortir les bouquins qui traînent depuis trop longtemps. Et en fait, je prends beaucoup de plaisir à lire, ce sont des extraits choisis en fait, pour nous parler de ce qu'était la spiritualité en fait de Saint François de Sales, qui est, je le rappelle, le patron des écrivains, plus spécifiquement des écrivains et journalistes catholiques, mais voilà, patron des écrivains et journalistes. Il habitait à Annecy, donc pas très loin de là où j'ai grandi et de là où on habite. Donc c'est une figure hyper importante, hyper intéressante en fait de la chrétienté, et ses conseils sont extrêmement judicieux, extrêmement d'actualité, et c'est un plaisir de le lire en fait. Je le dévore. Je le dévore à petite dose, je le lis très rapidement quand je lis dans la journée, mais je préfère digérer vraiment ce qu'il dit parce que ce qu'il dit est tellement intéressant et tellement profond que spirituellement j'ai besoin de l'intégrer. Donc je peux que vous conseiller ce petit ouvrage. Il est extrêmement pertinent et je pense qu'il pourra faire du bien à plus d'une personne. Ouh. Voilà, ce sera tout pour cette nouvelle vidéo. Elle a encore une fois été assez longue, je crois un peu moins longue quand même que le bilan de mai. Je suis en train d'essayer de lire aussi pas mal pendant le mois de juillet pour dézinguer ma pile à lire et les livres qui traînent depuis trop longtemps, histoire de faire un peu de renouveau et puis d'avoir la place si jamais on m'envoie des services presse pour la rentrée. Espérons qu'il y en aura quand même moins que pour le mois de mai. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous ceux qui se sont abonnés avec la dernière vidéo. J'espère que vous vous plairez par ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés, s'il y en a qui vous font envie ou pas du tout, si vous les connaissez ou pas. J'échangerai toujours avec plaisir avec vous et ne vous étonnez pas, je mets du temps à répondre aux commentaires. Mais je finis toujours par le faire. Avec du retard, mais je finis toujours par le faire. Et je vous lis toujours avec plaisir. Je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non, et je vous remercie encore une fois d'être là avec moi. Plein de poutous!